bonjour à tous. Une petite pub pour Google Chrome. Hop là. Ok. Donc, Eric Roule, je suis un des deux dirigeants de Demi Software et plus particulièrement en charge des produits et de l'ARL. Donc, je vais partager avec vous quelques exemples d'utilisation. Un de nos doctorants, je crois, était là ce matin, et un peu expliquer les axes de recherche que nous avons autour de la cartographie en général. Et donc mon propos maintenant, c'est vraiment de vous démontrer ce qui existe de manière opérationnelle et ce qui a été comment dire, utilisé dans la vraie vie au travers de deux cas clients qui, je suis sûr, vous parleront. Voilà. Donc très rapidement, parce que je ne sais pas si Aurélien l'a fait, je vais dire 2-3 mots de la société. Et ensuite, les deux cas dont je vais vous parler, c'est la gestion de la crise dans le contexte de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Donc il y a déjà plus d'1 an, enfin je pense qu'on s'en souvient tous. Et un autre cas qui est plus récent, donc il est franco-français, désolé, mais qui a quand même été connu. Donc c'est l'analyse, le suivi de l'analyse dans les médias sociaux de l'élection présidentielle en 2012. Voilà. Vous n'avez pas quelque chose sur l'UMP? En fait, on en a, mais, non, mais là sans rigoler, c'est de vrais cas, c'est-à-dire enfin, vous allez voir, je vais pas. Donc sur l'UMP, on en a un, mais c'est nous qui. Non, je plaisante. C'est nous qui avons joué avec. Alors rapidement, l'entreprise, donc vraiment plusieurs phases dans l'entreprise. On est né vraiment d'une recherche technologique, initialement 15 millions d'euros investis dans de la techno, autour des moteurs de recherche et du text mining. Voilà, très orienté, intelligence économique, veille, à la fois disponible en SaaS et en livrable licence. Donc 4 sites aujourd'hui, dont un au Maroc, à Casablanca, Cambridge, Montpellier, Paris. Donc rapidement, c'est encore une fois beaucoup de techno, beaucoup d'investissements en R&D, ces 4 brevets qui ont été déposés. Notre offre réside autour d'une même plateforme qui s'appelle AMI Enterprise Intelligence. Globalement, les caractéristiques de cette plateforme, c'est de gérer l'ensemble du cycle de veille au sens très large, que ce soit veille d'opinion, veille stratégique, veille concurrentielle, etc. Et on a de plus en plus de clients qui du coup utilisent cette même plateforme pour adresser des besoins très variés et différentes directions de l'entreprise. Alors, rentrons dans le vif du sujet au travers des cas d'usage. Donc encore une fois, premier cas client, je peux le citer, on a déjà fait la présentation ensemble, EDF. Pour la petite histoire, en fait, on a remporté un appel d'offres et on nous a annoncé la bonne nouvelle le 8 mars. Donc 3 jours plus tard, il y avait l'explosion du premier réacteur de la centrale de Fukushima. Donc c'était un dos court pour former nos clients à utiliser une plateforme de veille d'opinion. Donc on a mis la main à la pâte, c'est-à-dire que sur leur environnement, on a participé en fait à la cellule de crise et à l'ensemble du processus. Donc dès le 14 mars, donc 3 jours plus tard, il y a eu une cellule de crise qui était assez globale mais qui incluait les cellules web. Et donc dès le premier jour, en fait, on avait la charge de faire une livraison bi-quotidienne au départ de rapports qui atterrissait sur le bureau de la direction et une analyse en fait hebdomadaire un peu plus poussée en fin de semaine. Donc l'approche méthodologique, ça a été se focaliser sur le web de manière générale, notamment sur les pages Facebook qui étaient clairement identifiées, suivre bien sûr la twittosphère, collecter l'ensemble des publications autour de la problématique nucléaire et grâce à notre module d'analyse, de voir les tendances et ce qu'on pouvait se dégager. L'enjeu était vraiment de comprendre comment la population allait réagir autour de la problématique nucléaire, sachant que c'était effectivement critique pour EDF.
Alors, la cartographie, vous en avez parlé depuis quelques jours, c'est des graphes, mais c'est aussi une volumétrie. C'est des choses comme un suivi aussi de métadonnées. Donc pour des groupes Facebook, c'est suivre le nombre de fans, voir si effectivement il part en flèche ou pas. C'est être capable au-delà de l'évolution de la volumétrie de base, c'est de voir si quand on parle de nucléaire, est-ce qu'on l'associe au Japon ou est-ce qu'on parle de nucléaire en général. Donc la problématique nucléaire en France. Et bien sûr de le suivre dans le temps. Il a été intéressant, grâce à des graphiques juste de volumétrie, de voir l'évolution dans le temps entre la répartition blog-média. Donc on a vu que la blogosphère s'est emparée en fait, de la problématique, et de plus en plus. Ici, c'était très intéressant aussi de suivre via une structuration d'informations. Donc il y a plusieurs centrales nucléaires en France. L'objet, c'était vraiment de pouvoir comparer de quelle centrale parlaient les Français ou les internautes. De voir aussi par rapport à des phénomènes émergents comment ils évoluaient dans le temps, est-ce qu'ils étaient repris par les blogs. Donc typiquement, il y a eu des demandes de référendum pour ou contre le nucléaire, il y a eu pas mal de manifestations organisées. Donc un suivi de la volumétrie, d'abord une structuration puis un suivi de la volumétrie permet d'avoir des indicateurs intéressants sur ces sujets. Là, un autre graphique qui est très très intéressant la plupart du temps. Aujourd'hui, la volumétrie, bon, je viens de le montrer, c'est un indicateur important, mais c'est pas suffisant. Typiquement, sur ce graphe, vous pouvez voir en fait deux problématiques, enfin deux entités, l'EDF et Henri Proglio, donc le président de l'EDF. Si on se fie uniquement à la volumétrie, le plus cité avec le nucléaire, c'est EDF. D'accord. Par contre, on voit qu'autour du 20-21 mars, en fait, la sphère concernant Henri Proglio monte un petit peu sur l'ordonnée. Donc, en quoi ça consiste? L'idée, c'est vraiment de différencier une mention dans un article ou dans une conversation. Donc, on cite EDF, mais ce n'est pas centré sur EDF. Est-ce que c'est un des sujets de l'article? D'accord. Donc, il y en a potentiellement plusieurs, mais ça intervient de manière un peu majeure. Ou est-ce que l'article est vraiment dédié à EDF? Donc, durant toute cette période, le focus n'était pas nécessairement sur EDF, donc c'était vraiment autour du nucléaire. Il est normal que ce ne soit pas le sujet principal de l'article. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à un moment donné, Henri Proglio est vraiment rentré dans l'arène. C'était une volonté de communication et de rassurer justement les Français suite à des analyses que nous avions faites. Et le graphique le montre bien, c'est-à-dire que sa présence médiatique a été relayée dans des blogs et dans des conversations. Et c'est pour ça que vous pouvez voir, à un moment donné, même si le volume est inférieur, la sphère être plus élevée. Alors, la cartographie, ça peut être aussi un nuage de tags. Un nuage de tags, ça permet, par rapport à des milliers ou des dizaines de milliers d'informations, de voir ce qui ressort. Et ça, c'est un exemple vraiment, vraiment intéressant, parce qu'au départ, l'ensemble de la population, des internautes, de la presse, était vraiment focalisé sur l'accident du nucléaire. Donc ça a évolué sur la sûreté du nucléaire, c'est en gros la remise en cause du nucléaire. Et petit à petit, il y a eu une dérive sémantique, en fait, qui était intéressante de constater au travers de nuages de tags automatiques. Ça a été de voir que entre le 16 et le 21 mars, le concept clé qui ressortait, c'était sûreté nucléaire. Et c'est là qu'il y a eu une campagne de communication autour de nous avons des centrales plus sûres, notre focus c'est la sécurité, etc. Donc ça c'est un élément intéressant, automatique, avec des concepts qui sont découverts encore une fois automatiquement, et qui permettent d'avoir une cartographie d'informations et de voir comment ce réseau sémantique évolue dans le temps. Alors, une autre caractéristique en fait des outils cartographiques et de nos outils d'analyse, c'est d'être capable en fait, sans connaître a priori encore une fois, sans avoir une connaissance des entités, donc d'extraire des concepts et de découvrir les relations qu'ils ont entre eux.
Donc c'est ce qui a permis de mettre en évidence, encore une fois, on ne lisait pas tous les articles, ce n'était pas l'objet, de mettre en place des évolutions de thématiques dans le temps. Donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à un moment donné, il y a eu la dimension, tout ce qui était appel à la sous-traitance. Il y a eu un début de polémique autour de ça, c'est-à-dire que les intervenants dans les centrales, c'était souvent des sous-traitants pour tout ce qui était nettoyage, etc. Il y a eu à un moment donné le risque sanitaire, tout ce qui vient du Japon, attention, on va plus manger de sushi, etc. Donc tout ça, on l'a vu intervenir au travers de réseaux de concepts qui apparaissaient comme des signaux faibles, et c'est des associations de termes qui peuvent mettre le puce à l'oreille et alerter sur certains éléments. On a vu petit à petit aussi le fait que ça s'est très politisé autour du nucléaire. Voilà pour ce premier exemple. Donc c'était donc il y a 18 mois. Ça a duré quelques semaines. C'était intense, week-end compris, mais vraiment très intéressant. Et on a vraiment pu constater l'apport de la cartographie pour pouvoir très rapidement, puisque c'était 2 fois par jour, très rapidement amener en fait des indications à la direction d'EDF pour ajuster leur communication. Alors, deuxième cas, le côté automatique a relativement plu. En fait, on a directement traité avec une société faite de politologues, en fait, qui s'appelle Netscope, qui amenait la dimension interprétation dans le cas de l'équipe de François Hollande. Donc là, un peu comme pour EDF, c'était une action assez intense, des livraisons bi-quotidiennes au départ, puis ensuite quotidiennes, une note d'analyse hebdomadaire où là il y avait une dimension interprétation des politologues, donc ça c'était aussi une collaboration qui était très intéressante. Et quelque chose qui vraiment nous a fait beaucoup progresser, c'est des opérations live. Donc l'idée c'était, à un moment donné, pendant un débat, donc il y en a eu plusieurs, l'ensemble donc il y avait un dispositif avec Camille qui récoltait toutes les infos, qui pouvait jouer les outils d'analyse. Et à la fin du débat, en fait, un certain nombre de statistiques, donc je vais vous montrer certains, et une analyse donc des politologues avec lesquels nous travaillons et qui était envoyée à l'équipe de campagne de François Hollande. Et pour la petite histoire, tous les quarts d'heure, il y avait aussi un update qui était fait sur Yahoo et dans l'Express pour suivre en temps réel, on va dire, le sentiment de la tutosphère. Alors, pourquoi c'est un enjeu et pourquoi la cartographie bon, déjà, cette simple cartographie de gestion des volumes montre qu'on a affaire à plus de 10 millions de conversations qu'on a collectées en quelques mois. On voit aussi, on a pu vivre tout au long de cette élection, en fait, la croissance, mais impressionnante, de la publication de messages. Vous voyez que ça a quasiment doublé entre les deux premiers, enfin le premier mois et jusqu'au premier tour, en termes de tweets. On a eu, on le verra plus tard, quelque chose comme 500 000 tweets pendant 2 heures de débat. On avait fait les primaires écologiques, socialistes, comme ballon d'essai, entre guillemets, et là aussi on était sur des volumes importants, mais qui ont décuplé au moment des présidentielles. Donc les enjeux de la gestion de gros volumes de conversation, on a pu voir la croissance pendant les élections. Je veux dire, c'est un enjeu nouveau et qui va croissant. Alors, encore une fois, la cartographie, ça commence aussi par une structuration d'informations et une représentation par rapport à cette structuration. Donc typiquement, ce qui était assez intéressant, c'était de voir le nombre de tweetos uniques par candidat. Pourquoi ? Parce qu'il fallait un peu déjouer aussi les stratégies de communication. Chaque équipe, on va dire, avait ses propres communicants, d'accord, qui tweetaient beaucoup, donc qui pouvaient bruiter. Mais on peut voir que bon, ce n'est pas partisan, c'est factuel. Nicolas Sarkozy a été très clivant, c'était vraiment un des résultats de notre étude. Et on était pour ou contre ce candidat. Et vous voyez qu'il y avait 200 000 tweetos sur le premier trimestre qui ont parlé à un moment donné de Nicolas Sarkozy, ce qui est quand même énorme, 200 000 personnes.
Voilà, au final, sur les 15 derniers jours, 3 millions de tweets. Pendant le débat, c'est 4000 tweets par minute. Et donc, vraiment une implication des citoyens qui était très impressionnante. Alors, comme je l'ai dit jusqu'ici, un des enjeux pour avoir une bonne cartographie, c'est d'arriver à structurer l'information. Donc c'est vrai au travers de text mining, c'est vrai au travers d'éléments à la source, c'est la langue du tweet, c'est sa tonalité notamment. Et ici aussi, on a fait cet exercice, et bon, voilà. C'est ce que je venais de dire, c'est-à-dire qu'encore une fois, un candidat très très clivant, et d'autres avec un capital sympathie plus élevé que d'autres, etc., etc. Et ça, on a pu suivre l'évolution de ce ressenti des citoyens tout au long de la campagne. Et pour tout dire, il a été assez stable en fait. Alors, rapidement, ça c'est pour vous montrer, on va dire, la volumétrie, mais l'idée là c'est de vous illustrer ce que nous avons fait pour ce qu'on appelait les soirées live. En fait, on se retrouvait à la fois autour d'ordinateurs et d'une télévision pour suivre les débats. Donc les politologues regardant le débat et nous étudions les outils qu'on fournit. Alors, ce qu'on était capable de faire, et ce qui est disponible dans nos outils, c'est vous prenez un ensemble de conversations. Donc là, en l'occurrence, on se focalisait beaucoup sur la twittosphère. Donc vous avez ici quelques centaines de milliers de tweets, et on va extraire en fait les éléments de langage. Donc un élément de langage, c'est soit un tweet lui-même qui est retweeté, soit une expression, soit ça peut être une histoire drôle, une vanne, ou une citation d'un des débatteurs. Donc là, je prends 3 exemples pour un peu montrer ce qu'on peut en faire. Donc chaque sphère, ça correspond à un tweetos. Donc dans le temps, on voit, là, il y a 3 citations qui ont été reprises et qui ont pas mal marché. Je n'ai pas à répondre à vos questions, pour ceux qui s'en souviennent. Donc voilà. Monsieur Sarkozy, vous aurez du mal à passer pour une victime. Donc ça, c'était une des premières attaques de François Hollande. Et puis, et là, c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est un tweetos qui a dit Sarkozy, premier homme à se casser les dents sur un flambi. Et ça a pas mal marché aussi. Et ce qui est eh ben, celui-là, on l'a suivi, on a fait une mini-étude sur le sujet, parce qu'on l'a suivi après. C'est-à-dire que finalement, c'était pas un gros buzz puisqu'il est venu à la fin. Mais par contre, c'était intéressant de voir qu'il a eu son succès par la suite. Ouais. Donc là, ce qui est intéressant, c'est ensuite de suivre, si vous voulez, dans le temps, donc sur 2 heures, la propagation de ces éléments de langage, de ces tweets qui marchent, qui sont retweetés. Donc le premier, vous voyez en orange, M. Sarkozy, vous aurez du mal à passer pour une victime, donc assez repris, retweeté, donc en zoomant après on peut voir qui est l'émetteur numéro 1, etc. Mais on voit que ça s'essouffle très vite, d'accord. Après, vous voyez, les sphères oranges sont très très rares plus tard dans le débat. Le deuxième, c'est je n'ai pas à répondre à vos questions, donc ça intervient un peu plus loin dans le débat. Et donc vous voyez sur la gauche, il y a du bleu, donc c'est un petit peu parti. Et l'élément déclencheur, c'est, vous voyez, la grosse sphère, quelqu'un qui s'appelle El Atrassi, qui n'est pas un politologue, qui est comment dire, je ne sais pas si on dit comique, enfin en tout cas, il fait du stand-up, il fait du... Pardon. C'est un animateur qui fait des shows, a priori, en même temps. Je ne connais pas... Mais en tous les cas, il est très présent sur la twittosphère. D'origine marocaine, vous voyez. Oui, c'est un jeune. Et ce monsieur a beaucoup de followers sur Twitter. Et vous voyez que le simple fait qu'il reprenne je n'ai pas à répondre à vos questions, ça l'a intéressé à un moment donné. Il a dit vous avez vu ça, hop, c'est parti. Donc c'est même pas, là c'est pas une affaire d'autorité, c'est un monsieur qui n'est pas une autorité dans le monde de la politique, par contre il est populaire. Et par ce simple fait, on voit la propagation de... Alors la troisième histoire pour vous illustrer, mais en fait l'idée pendant le débat, c'était de suivre en temps réel, entre guillemets, la propagation d'éléments de langage ou de Twitter. Donc la troisième, c'est l'histoire drôle Sarkozy qui se casse les dents sur un flambi. Et en fait, là, vous voyez que c'est beaucoup plus diffus. Et en fait,
sur une volumétrie toute simple, on voit que c'est des vagues. Donc c'est beaucoup moins gros, j'ai envie de dire, il n'y a pas le buzz immédiat. Par contre, il y a vraiment une propagation par vague, et c'est quelque chose qui dure beaucoup plus que l'effet LA principal. Voilà, donc ça c'est à titre d'exemple. Alors, ce qu'on était capable aussi de faire, c'est de lancer en l'occurrence on le faisait tous les quarts d'heure, sur certains sujets, d'accord, ça peut être une thématique, donc notre outil d'analyse qui permettait de comprendre, en fait, donc à chaque fois là, vous retrouvez pareil des tweetos qui répondent à une problématique, et de comprendre en fait comment ils se répartissent. Et là vous voyez les deux grosses bulles, c'est donc deux tweetos que je ne vais pas vous citer, qui ont vraiment leur communauté, c'est-à-dire des gens qui les suivent énormément. Et au centre, vous voyez une communauté en fait qui est commune aux deux clans, entre guillemets. Donc si l'un reprend quelque chose, l'autre va le reprendre aussi, et l'ensemble de cette communauté en fait se fait l'écho d'un retweet. Donc là aussi c'était intéressant de comprendre en fait qui reprenait l'information. Pourquoi? Parce qu'on faisait la part des choses entre des choses entre guillemets spontanées, on n'avait pas à juger, mais des choses qui marchaient. Et parfois, des choses qui en volume apparaissaient importantes, mais qui étaient reprises soit par un des membres de l'équipe. Et donc ça, c'était pas pertinent pour une analyse de l'opinion. Alors, l'autre chose qu'on a mis au point au moment de cet exercice, et qu'on a dorénavant disponible dans nos produits, c'est la capacité, en fait, de rejouer l'histoire, si vous voulez. Donc la création de ces graphes, donc, les graphes qu'on représente, c'est des graphes dynamiques, c'est-à-dire je suis retweeté ou je retweete. D'accord? Donc il y a une propagation d'informations. Là, l'intérêt, c'était de se dire, on a beaucoup progressé en temps réel, on était capable de faire des choses intéressantes, mais à un moment donné, on a envie de prendre du recul, même un recul de 2 heures, et de rejouer l'histoire, de dire mais qui c'est qui s'est impliqué le premier sur cette thématique, etc. Et donc là, à la pause, je pourrais vous le rejouer sur mon portable s'il y a une connexion. On est capable vraiment de rejouer le graphe du débat. Et c'est intéressant parce que on a vu que au tout début du débat, donc je peux faire défiler jusqu'à arriver au graphe final, au tout début du débat, il y a eu vraiment des tweetos professionnels, entre guillemets, soit des journalistes indépendants, ou soit des gens reconnus sur la twittosphère. Ils tweetent sur tout. Bon. Donc le débat pour eux c'était un sujet forcément important, donc ils commentaient. Après, très rapidement, on a vu arriver en fait vraiment l'équipe militante du PS au sens très large, d'accord. Et c'était super intéressant parce qu'on peut même le regarder en faisant play et puis on voit l'évolution du graphe. On a vu en gros les militants du PS sur la twittosphère au moment du débat ont vraiment gagné la bataille. Ils ont été beaucoup plus actifs, ils ont été beaucoup plus du coup suivis, ils ont sorti beaucoup plus de choses que l'autre camp. Donc c'était intéressant de voir et là, en généralisant sur d'autres sujets, comprendre l'impact d'une campagne marketing, voir qui sont les influenceurs, voir ce qui marche, voir qui relaie l'information, et bien en fait là on peut vous collecter l'ensemble des tweets ou des conversations et vous pouvez rejouer en fait la propagation des informations et comment les réseaux se créent. Voilà, en conclusion, je vous ai montré vraiment 2 cas qui étaient des cas en production avec des clients qui nous ont sollicités. Des cas emblématiques de par le volume que ça a représenté et l'instantanéité qu'il a fallu amener en termes d'analyse, etc. Et donc, à la limite, en France, je ne crois pas qu'il y ait eu 2 cas, on va dire, avec un périmètre aussi important sur ces 2 dernières années. Donc c'était vraiment, vraiment enrichissant, intéressant. Et bonne nouvelle, je pense, pour tout le monde ici, ça démontre vraiment que la cartographie, et on le voit de plus en plus au travers de ce que je vous ai montré sur les live débats, est devenu un outil indispensable par rapport à, voilà, c'est le nouveau buzzword, on parle de big data,
quand j'ai une centaine d'informations, on peut douter, on va dire, de l'intérêt de la cartographie. Quand j'ai des centaines de milliers, voire des millions, on ne peut pas s'en sortir sans cartographie. Par contre, ce qui est devenu évident au travers de tous les travaux qu'on a faits et de toute la production qu'on a été amené à constater de nos clients, c'est que il est obligatoire quasiment d'avoir une information structurée. Lancer des outils de cartographie sur une information qui est totalement non structurée, très souvent ça amène un effet pelote de laine où il est difficile d'y voir clair. Donc la structuration de l'info au travers d'outils de text mining, au travers c'est vrai, de la tonalité, ou parce qu'elle est structurée à la base, ça peut être langue ou l'information, etc., est fondamentale pour y voir clair. Donc, en tout cas, de notre côté, on est intimement convaincus qu'il faut coupler de manière intensive et de manière itérative la cartographie et le text mining. Voilà, je vous remercie et intéressant, qui illustre une fois de plus l'importance grandissante de la cartographie et la maturité des solutions. Je propose qu'on consacre quelques minutes à des questions, donc pour vous ainsi que pour Chloé Martin, suite à ses retours d'expérience de l'utilisation de Digimind. Question, oui, madame. Voilà, donc vraiment je salue l'intervention. Malheureusement je n'étais pas au début, mais j'ai pu suivre en fait concernant cet impact de ce que vous avez appelé l'impact de la campagne marketing. Comme je suivis un peu les élections françaises, j'ai été aussi votée, et donc ma question est relativement simple par rapport à la cartographie, tout ça. Ce qui me ferait plaisir, c'est de savoir est-ce que effectivement la cartographie en tant qu'outil, je reprends vos termes, en tant qu'outil indispensable en termes de communication politique, elle a été en partie où elle a joué par rapport au fait que François Hollande a gagné. En fait, c'est parce que j'ai voté pour lui, je voulais faire gagner. Voilà, François Hollande et la cartographie. Alors, ça me fait plaisir. D'accord. Alors, déjà, comment dire, je ne vais pas vous dire pour qui j'ai voté, mais ce que je veux dire, c'est que l'exercice. Pardon ? C'était clair. Non, justement, le préambule que je voulais dire, on pourra en parler off après, mais alors, le préambule, c'est que cet exemple, on a souvent hésité à le présenter, parce qu'il peut apparaître souvent comme partisan, mais il y a eu un appel d'offres, si vous voulez, j'étais très content, j'étais à l'Assemblée nationale, il y avait 10 candidats, on était en finale, et puis à la fin, on a gagné, je dirais pas contre qui. Donc ce que je veux dire, c'est que c'était très business, quoi. Et tous les jours, il nous fallait plusieurs livrables, et si on ne les avait pas, ça se passait pas bien. Bref, toujours est-il que là, vous posez une question intéressante. Alors déjà, bon, on n'était pas, entre guillemets, community manager, on était dans l'analyse. Donc, que la communication, enfin, je veux dire, ça a commencé avec Obama. Je vais préciser ce qu'elle veut dire. Est-ce qu'en cours de ces 5 mois de travail, vos analyses, les documents qui arrivaient à l'équipe Hollande, ils ajustaient, ils tenaient compte des éléments que vous donniez, ou c'était juste informationnel. Non, vous avez senti qu'ils ajustaient quelque chose par rapport. Tout à fait. Enfin, il y a un élément. Vous savez, ils avaient plusieurs éléments. Ce serait prétentieux. Et encore une fois, on s'est fait aussi aider dans l'interprétation. Parce que, encore une fois, là, soyons bien clairs, je ne suis pas un politologue, je ne suis pas prêt de l'être. Donc, en toute humilité, nous, on avait des outils, on a collecté toute l'information, on a délivré des outils, et on a travaillé avec des politologues qui, eux, interprétaient, qui étaient, pour le coup, eux, pas technophiles, etc. Donc, mais par contre, ce qui est une évidence, mais on pourra aussi parler de l'autre cas, parce qu'il y a eu un effet, par exemple, sur la communication d'EDF au moment du Fukushima, au travers de ces analyses. Pour dire à un moment donné, effectivement, ce qui commence à faire peur aux Français, c'est la sécurité, mais c'est plus le nucléaire dans l'absolu, ce qui pour eux était une bonne nouvelle. Mais pour revenir sur les élections,
Ce qu'on a souvent remonté, mais on n'était pas le seul, des politologues le remontaient aussi, c'est que un des candidats de Nicolas Sarkozy, encore une fois, c'était factuel, hein, est resté clivant tout au long de la campagne. Donc, on va dire, beaucoup de gens, je pourrais revenir au slide, mais il y avait quelqu'un certaines personnes, on va dire, amenaient de la sympathie. Par exemple, François Hollande, c'était très neutre. C'est pas de la sympathie, c'était neutre. Une majorité neutre. Et ce qui ressortait au fil des analyses, c'était que le côté négatif autour de Nicolas Sarkozy, d'accord, restait. Il avait beau faire Sarkozy, ça fait une remontée à la fin. Non, mais sur le côté négatif, là je vous parle. Donc factuellement, ça a été un élément qui a participé au fait que la stratégie de François Hollande, je ne sais pas si vous en souvenez, n'a pas beaucoup modifié. Il y a pas eu, il y en a un moment donné qui disait, mais non, il remonte, il faut bouger. Lui a dit, non, je ne bouge pas, parce qu'à la fin, je vais gagner. Peut-être qu'il va me rattraper, mais j'ai gagné. Donc c'était vraiment Et franchement, l'analyse de la twittosphère était limpide pour ça. C'est-à-dire que c'était contre Nicolas Sarkozy. Donc je vous apprends rien, mais c'était... Par contre, pour rebondir là-dessus, et puis je vais arrêter, mais le sujet est vraiment super passionnant, parce que derrière, vous imaginez l'enjeu sur l'étude d'opinion, et ce qu'on peut prévoir. On a fait des corrélations qui sont très intéressantes, mais moi, ce qui m'a le plus bluffé, c'est qu'on a commencé à bosser sur un projet ANR avec Sciences Po Montpellier, et donc on s'est entraîné un petit peu, là, c'était pas une commande officielle, on s'est entraîné un petit peu sur les primaires écologiques, et les primaires socialistes. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, les primaires écologistes, donc il y avait Eva Joly et Nicolas Hulot. Jusqu'à très longtemps, voire jusqu'au premier tour, personne n'avait dit vraiment que Nicolas Hulot était foutu. C'était la grosse surprise. 2 semaines avant le premier tour, on a fait un article, on l'a envoyé à l'Express, on s'est encore en ligne. Enfin, encore accessible en tout cas, où on a dit Nicolas Hulot en déphasage complet avec son électorat. Et c'était super intéressant de constater sur la twittosphère. On a fait aussi des panels de blogueurs qui s'intéressaient à la politique. C'est pas représentatif, c'est pas la question. Mais on voyait que même les blogueurs écolos, en fait, ils s'en foutaient de Nicolas Hulot. Au mieux, ils l'ignoraient, mais au pire, ils étaient contre. Et donc, on avait fait un article avec les politologues de Sciences Po en disant nous, on pense que il y a quelque chose qui se passe. Et le premier tour a été désastreux pour lui. Et deuxième élément, après, c'est on a titré toujours à l'Express, donc ça fait des traces, c'est bon. C'est un peu c'est pour facile d'expliquer les choses. On a titré, peut-être que certains l'ont vu, au moment, le 15 septembre, je me souviens, on a fait une soirée live, comme je vous ai montré, autour des premiers débats primaires, c'était sur Antenne 2, je crois, socialiste. C'était flagrant dans la tonalité, dans la présence, que déjà Ségolène Royal était vraiment mal perçu, et que Arnaud Montebourg était le nouvel entrant. Alors que ça paraît peut-être évident maintenant, mais à ce moment-là, franchement, on n'en parlait pas du tout. Et on a titré, je crois, Arnaud Montebourg, le troisième homme, et ce qui s'est avéré vrai vraiment dans la suite. Donc, c'est pas... on avait des politologues qui interprétaient, mais c'est super intéressant de constater qu'il n'y a pas de représentativité, et c'est pas la question, justement. Il n'y a pas de représentativité du web par rapport à la société, mais il y a suffisamment de conversations et d'activités pour voir des tendances. Voilà. Et donc l'intérêt, c'était qu'on collectait des infos sur l'ensemble des candidats, et au moment du débat, on a vu que le ratio, que ce soit un ratio positif-négatif ou le ratio en volume, était très favorable à Arnaud Montebourg. Donc on disait juste, il se passe quelque chose avec ce candidat. Et juste un petit complément, les instituts de sondage, en fait, est-ce que là, c'est la cartographie? Alors là, vous m'amenez sur un terrain glissant, parce qu'on a été précurseurs pour vraiment travailler je ne vais pas dévoiler, on va dire, une stratégie commerciale, mais elle est passée de toute façon. Mais très tôt, on a cru à l'analyse d'opinion avec l'avènement de la blogosphère, avant même les réseaux sociaux. Et pour nous, les interlocuteurs de type société d'études, c'était légitime d'émettre les intermédiaires.
Et je pense que là, on est face, alors, ça n'engage que moi, et je pense que depuis, ça a peut-être changé, hein, mais on est face à ces deux mondes vraiment séparés. Aujourd'hui, il y a des sociétés d'études qui sont des pure players web, qui vont marcher mieux sur le web que les sociétés d'études traditionnelles, qui ont besoin, vous voyez, ils ont un paradigme d'études de pensée qui n'est pas facile à changer. Mais ça va forcément, à mon sens, hein, révolutionner le paysage. On parlait beaucoup hier de la convergence des métiers en partant du monde de l'information documentation, mais je crois que là, cette convergence des métiers va bien au-delà des